modèle éco-socialiste. Donc on peut faire autrement. Et si Comment vous appelez donnez... ce modèle-là? Je viens de l'appeler le modèle éco-socialiste. Éco-socialiste. Oui, mais ça n'est pas la politique de l'offre. Pardon, c'est un peu technique. Mais le grand événement de la conférence de presse de François Hollande, c'était d'annoncer que dorénavant, eh bien, il faut produire le moins cher possible, peu importe ce qu'on produit, peu importe à qui on le vend. Eh bien, c'est pas mon avis. On doit partir des besoins, des demandes, en les qualifiant, c'est-à-dire avec la précaution écologique, avec l'intention écologique, parce que c'est comme ça qu'on développera de l'emploi. Si on fait de l'agriculture paysanne, c'est 300 000, 400 000 paysans de plus. Si on fait de la géothermie profonde, ce sont des milliers d'emplois de plus. Donc il faut arrêter de présenter l'écologie comme une espèce de supplément d'âme, de retour à la bougie. C'est le contraire. Je vais vous dire, ceux qui ne sont pas écologistes aujourd'hui sont des feignants intellectuels, des paresseux industriels, parce qu'il faut une énergie d'enfer pour imaginer autre chose que du gaz de schiste, des centrales nucléaires et toutes ces choses. Donc quand on dit que l'aéroport de Nantes va être saturé, qu'il y a des nuisances sonores dans l'agglomération nantaise, tout ça, ça ne pèse pas dans la réflexion? On parle de 540 hectares pour les zones d'habitation. Mais vous avez parfaitement raison de mentionner les nuisances sonores, vous avez raison de mentionner le risque d'engorgement. Il y a une réponse à ça. Demandez aux porteurs de contre-projets la réponse à ça. Par exemple, ils envisagent d'orienter différemment l'actuelle piste de l'aéroport. Pourquoi ne faites-vous jamais de reportage pour montrer cet aéroport? Et vous verrez qu'avant qu'il soit en état de saturation et avant qu'on aille imaginer d'aller imperméabiliser une zone pareille, parce que c'est une zone écologiquement sensible, celle où on veut construire l'aéroport, on peut faire d'autres choses. Ce que je veux dire, c'est que avoir de l'imagination, partir de la préoccupation écologique, ça n'est pas faire moins, c'est faire autrement. Mais alors il y a un petit problème, c'est que François Hollande, comme vous l'avez dit, il était en déplacement en Pologne, il a rappelé la force du droit et la primauté de la volonté de l'État et des élus. En gros, fermez le vent, c'est fini, on est en phase de réalisation du projet. Qu'est-ce que vous répondez à François Hollande? Il a tort parce que les recours sont encore en train de fonctionner. Donc ce n'est pas vrai, ce n'est pas fini. Juridiquement, ce n'est pas fini, ce n'est pas vrai. Il a tort de faire ce type d'annonce depuis la Pologne. Jusqu'à présent, on s'astreignait à l'étranger à ne pas parler de la situation intérieure française lorsqu'il s'agissait de mentionner un conflit. Là, il est en conflit avec une partie de sa propre majorité gouvernementale et de sa majorité politique. Et enfin, je trouve tout de même extraordinaire qu'il ose se prévaloir de la force de l'État, lui qui a lamentablement capitulé, lorsque les soldats médicales ouvrières qui sont restées sans paye pendant plus d'1 an, qui ont gagné 32 procès, sont allés le voir et qui n'a strictement rien fait. Par conséquent, il est le plus mal placé pour venir parler de la force de l'État. Est-ce que vous diriez... Des dizaines de fourgons et au moins 500 gendarmes à l'assaut du bocage de Notre-Dame-des-Landes. Il est 6 h du matin, les tractopelles ouvrent la voie. Sur chaque route, les squatteurs ont installé des barricades. Bravo, super, bravo. Poussez encore sur vous, dites sur la droite. Je défends la force de l'État, j'en ai par-dessus la tête de n'entendre le mot républicain que pour parler de l'ordre républicain scrogneux et voir tous ces gens prendre des décisions qui n'en sont pas, c'est-à-dire tout bloquer, tout empêcher, tout paralyser. Et là, justement, est-ce qu'on est dans un vrai blocage? Est-ce que vous appelez la désobéissance, à l'occupation de ces terrains-là? Alors attendez. Comment ça va se passer? On parle d'un nouveau Larzac. Je voudrais vous faire lire cette phrase de Noël Mamère. Si le gouvernement s'acharne à brutaliser ceux qui occupent le terrain, il prend le risque d'ouvrir un nouveau Larzac. Est-ce que c'est ça qui se joue? Bien sûr, parce qu'à chaque époque, alors moi je ne donne pas de consignes, parce que ce n'est pas moi qui occupe, ce sont les zadistes. Nous avons là une jeunesse pleine d'imagination et de trouvailles. On ferait bien d'aller les voir de temps à autre. C'est eux qui vont savoir, ainsi que les élus locaux, les gens qui sont là, les paysans et tout. C'est pas moi qui vais dire ce qu'il faut faire. Je sais que je donnerai le coup de main quand on me le demandera. Mais la désobéissance civile, mais bien sûr, des fois, c'est un concept difficile à manier, la désobéissance civique. Mais ça peut mal se finir. C'est vrai, mais c'est aucune société n'est parfaite. Moi, je suis un défenseur de la loi, de l'ordre légal. Mais des fois, la loi n'est pas légitime. Et donc, à cet endroit de la contradiction, il faut inventer quelque chose pour résoudre. Alors, vous avez des gens qui prennent le risque de la désobéissance civique, qui l'assument jusqu'au bout, qui sont prêts à aller en prison, ça a été le cas de José Bové, pour réallumer le débat et faire en sorte que les décisions soient prises qui permettent de régler des problèmes. Est-ce que vous trouvez normal qu'une décision d'une importance pareille pour notre
salut écologique dans toute la grande région et même pour le pays soit prise seulement au niveau local. Ça se discute. Eh bien, je pense qu'il y a là une faille de la légitimité de la loi et que l'action collective permet d'y pourvoir. Ça fait 40 ans qu'on en parle de ce projet, ça date pas d'hier. Alors, madame, vous devriez poser le problème. Comment ça se fait qu'une idée qu'on a trouvée juste il y a 40 ans, on avait déjà annoncé à 40 ans la saturation d'un aéroport... Peut-être parce qu'on a laissé le temps de la concertation. Qui n'est toujours pas non saturé. Oui, il y a surtout, je vais vous dire, la concertation aboutit à ce résultat que tous les Français doivent entendre. Cet aéroport, c'est Vinci qui ramasse l'argent. D'accord? C'est Vinci qui va le gérer. C'est la collectivité locale qui prête de l'argent à Vinci pour faire l'opération. Alors, il faut arrêter avec les postures... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers. J'aimerais savoir pourquoi le préfet de région, après avoir été préfet de région, signait la déclaration d'utilité publique, vous le retrouvez comme employé à Vinci. C'est quoi cette histoire? Je trouve que certains de ceux qui aboutit à ce résultat, que tous les Français doivent entendre. Cet aéroport, c'est Vinci qui ramasse l'argent. D'accord? C'est Vinci qui va le gérer. C'est la collectivité locale qui prête de l'argent à Vinci pour faire l'opération. Alors, il faut arrêter avec les postures... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers. J'aimerais savoir pourquoi le préfet de région, après avoir été préfet de région, signait la déclaration d'utilité publique, vous le retrouvez comme employé à Vinci. C'est quoi cette histoire? Peut-être qu'on manque un peu de connaissance réelle de la situation de la... Ça veut dire que l'État fait un cadeau à Vinci? Ça veut dire qu'on a pris l'habitude, chacun étant dans son rôle, après tout, que Vinci veuille faire de l'argent, c'est son rôle d'entreprise. Et créer des emplois aussi. Oui, créer des emplois. Vous savez, des emplois, on peut en créer sans Vinci. Hein. Si nous démembrions, que nous la transformions en coopérative, ça serait toujours de l'emploi. Donc il faut arrêter de venir baiser les mains respectueusement des divins patrons parce qu'ils donnent de l'emploi. Non, l'emploi, c'est le travail qui le produit lui-même. Et c'est le cas à Renault ailleurs, peut-être qu'on va en parler. Parce que sinon, je sais comment que ça finit cette histoire. À Renault, on vient en France et on dit aux travailleurs, comment? Vous avez vu, vous autres, regardez, les Espagnols se serrent la ceinture. On va voir les Espagnols, on leur dit, comment vous autres, qu'est-ce que vous faites? Regardez, les Roumains, on les paye avec une biscotte beurrée. Et à la fin, ceux qui produisent la richesse se ferment, sont humiliés, perdent leur emploi et les autres se remplissent la panse au-delà du raisonnable. Et bien c'est le cas, notamment à Notre-Dame-des-Landes, et ne croyez pas qu'on ne l'ait pas vu. Et on va parler de politique, on reparlera de la situation qui est compliquée pour les Verts au sein du gouvernement à propos de Notre-Dame-des-Landes. On en reparlera avec Karl Meus tout à l'heure. Oui, on va parler d'économie pour donner le là d'une politique pour fixer le cap. Il y a un passage obligé et déterminant, c'est le budget. François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont présenté un budget de combat pour respecter l'objectif des 3% de déficit posé par Bruxelles et les marchés. Pour s'y retrouver, un point précis et animé par Julien Goetz. Le budget de l'État. 28 ans. Depuis 28 ans, aucun budget de l'État français n'a été positif. Le dernier date de 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Les recettes dépassaient alors les dépenses de près de 2 milliards d'euros. De quoi faire rêver, car depuis, le déficit budgétaire hexagonal n'a cessé de croître. C'est l'année 2010 qui détient le record, avec près de 122 milliards d'euros de déficit. Une tendance qui s'est inversée il y a un an pour aboutir à seulement 83 milliards d'euros de pertes cette année. Or, le budget de l'État est soumis, comme tout budget, au difficile exercice de l'équilibre. D'un côté, les recettes, celle qui rapporte le plus, c'est la TVA, 137 milliards d'euros cette année sur 284 milliards de rentrées au total. De l'autre, les dépenses, plus de 368 milliards. Si les majorités se succèdent, les grandes lignes de dépenses, elles, restent. Depuis presque 10 ans, les postes les plus importants sont toujours occupés par le même quatuor. Éducation nationale, remboursement de la dette, défense et enseignement supérieur et recherche. Malgré des économies à tous les étages, le budget qui vient d'être voté pour 2013 ne déroge pas à la règle. En haut du tableau, on retrouve bien l'enseignement scolaire avec plus de 45 milliards d'euros, la défense, plus de 30 milliards d'euros, l'enseignement supérieur et la recherche, 25 milliards d'euros. C'est le poste suivant qui est nouveau. Pour la première fois depuis 4 ans, la mission de solidarité devance celle de sécurité, avec plus de 12 milliards d'euros de crédits alloués. Mais il manque un dernier chiffre dans ce top 5 des dépenses de l'État, le remboursement de la dette, qui pour la première fois est en tête. Près de 47 milliards d'euros prévus pour 2013. Si les budgets à venir restent déficitaires, comme c'est le cas depuis presque 30 ans, l'État devra emprunter chaque année pour couvrir les dépenses. Et chacun de ces emprunts viendra alourdir un peu plus ce poids de la dette.
Alors, quel miracle budgétaire permettrait de résoudre cette équation? Le miracle budgétaire, est-ce que c'est le contre-budget? Vous avez présenté en début de semaine dernière. Moi, je ne fais pas de miracle, je ne fais que des choses rationnelles. Ah, c'est Donc, rationnel. je démontre ce que je suis capable de faire. Je veux juste faire remarquer, là, vous venez de montrer une pente de plusieurs budgets, et je me pince. D'abord, premièrement, c'est tous les budgets de droite qui ont coulé le budget de l'État. Mais dites donc, ça fait combien d'années que la réponse est donnée sur les plateaux de télévision? Il faut faire des économies, il faut moins payer de charges sociales. Pardonnez-moi, les économies, c'est très récent, hein. Ah, mais chère madame, le budget de l'État a diminué pour la première fois sous M. Fillon, et l'augmentation des allègements de cotisations sociales, ça a été vertigineux. On est passé de 9 à 28 milliards. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous recommande de continuer, ce qui nous a amené à cet endroit-là. Donc peut-être que maintenant, on pourrait commencer à écouter les économistes qui pensent que ce n'est pas la bonne voie. La recette miracle, je vais vous la dire, si vous voulez utiliser le mot miracle, c'est que l'activité redémarre. Et si l'activité redémarre, pour ça, il faut y mettre de l'argent, et il faut qu'elle soit intelligemment calibrée. C'est-à-dire que ça soit de l'activité qui donne du mieux vivre, pour commencer, du travail bien sûr, mais du mieux vivre écologiquement sain. Ça, on est capable de le faire. Mais comment on fait? Où sont les marges de manœuvre? On a 3%, un objectif qui est le même pour tous. Comment est-ce qu'on s'en affranchit? Déjà, vous commencez mal. Vous acceptez une règle absurde. Tout le monde l'a accepté. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Regardez le paysage en Europe. Tout le monde a accepté une règle absurde. Alors comment la France en sort? Attendez, le journal Le Parisien a raconté d'où vient cette règle. Bon, le président Mitterrand avait besoin d'un chiffre. Et c'est un fonctionnaire, un brave fonctionnaire, il a fait ce qu'on lui a dit, qui a dit, on va mettre 3, parce que 3, ça fait bien. Et donc cette règle absurde est devenue maintenant le monument autour duquel nous devons tous faire la C'est celle qui est imposée par les marchés. Non, mais les marchés, c'est rien du tout. Les marchés, on va en parler dans une seconde. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Toute l'Europe est en train de faire la même chose. Le résultat, comme 85% de nos échanges c'est d'un pays à l'autre, toute l'Europe est en train d'entrer en récession. Donc l'activité ralentit partout, donc le chômage augmente, donc les dépenses sociales augmentent, donc le budget de l'État creuse un déficit. Et donc vous avez la recette. Pour un tour. Comment on fait pour s'affranchir de cette règle-là? La France lève la main à Bruxelles et dit... Nous, on sort. Qu'est-ce qui se passe le lendemain matin? Juste vous donner un chiffre. Vous les connaissez, ce chiffre-là. La France, en ce moment-là, lève des taux à 2 ans à 0,19%. C'est du jamais vu. Ça veut dire qu'on emprunte de l'argent sur les marchés pour presque rien. Ce qui nous permet, chaque année, sur l'exercice budgétaire, de respirer un peu. Comment on fait du jour au lendemain quand on va voir les marchés en disant, nous, les 3%, on s'en fout? Déjà, on va voir les marchés. C'est vous qui l'avez décidé. Non. Non, mais c'est Comment une est-ce qu'on nouveauté. fait? On leur parle Attendez, pas? Il y a... Non. Une petite seconde. D'abord, nous sommes la France. Je sais bien que la mode est au déclinisme, il faut se battre la coulpe, il faut s'humilier, il faut accepter que des torchons anglais nous insultent. Hein, The Economist. Oui, The Economist. Bonjour le modèle anglais, ils sont passés derrière nous, ils exportent moins de nous, ils produisent plus une seule voiture sous leur propre label. C'est pas eux qui se nourrissent, c'est pas eux qui s'habillent, et ils viennent nous donner des leçons. Il faudrait Les Allemands aussi nous donnent des leçons. Eh bien, il ferait bien de réfléchir à 2 fois à ce qu'ils font. Là aussi, c'est pareil. Quelle est cette nouveauté, on baie d'admiration devant les Allemands? Pourquoi? Pour le nombre de chômeurs pauvres qu'ils ont, le double du nôtre. Pour le vieillissement de la population, pour le fait qu'ils ne font pas d'enfants. C'est ça notre modèle à nous? Et c'est quoi? De produire des grosses voitures de luxe pour les vendre à des Chinois riches? C'est ça qu'on veut faire? C'est l'activité. C'est pas mon avis. C'est l'activité. Vous disiez il faut de la croissance. Oui, Ils en mais ont un peu non, plus vous que n'avez nous. pas bien écouté. La croissance et l'activité, c'est pas pareil. La croissance, c'est l'ancien modèle. N'importe quoi, n'importe comment. Alors on se dit, ah ben tiens, la meilleure manière de produire n'importe quoi, n'importe comment, c'est ailleurs parce que ça coûte moins cher. Et on va le vendre à quelqu'un. Donc petit à petit, les économies se spécialisent sur des niches. Et vous avez les Allemands qui produisent un certain nombre de produits très limités, qui fait que dans l'arène internationale, ils ont peu de compétition pour l'instant. Mais nous, les Français, au lieu de faire ces sacrifices ridicules et ineptes auxquels nous sommes appelés, qui nous conduisent à une misère toujours croissante, comme c'est le cas en Europe. Monsieur Gallois, qui a oublié la moitié de sa tête en commençant à écrire son rapport, ferait bien de se rappeler ce que lui-même disait. Comment peut-on vendre à l'étranger et avoir des parts de marché croissantes quand on a une monnaie qui vaut de plus en plus cher, comme c'est le cas de l'euro? Pourquoi on ne dévaluerait pas l'euro? J'y viens à mon sujet. Mais commençons par les choses sérieuses. C'est sérieux, c'est vous qui l'avez écrit. Oui, mais dans le budget, il y a ça aussi. Il y a le fait que nous sommes la France. Nous ne sommes pas ceux qui viennent, le béret à la main, demander la permission aux Anglais et aux Donc Allemands. on peut aller leur dire on s'affranchit des 3%. Non, on va leur dire, nous les Français, nous vous disons que votre politique, qui est faite pour les rentiers allemands, les vieux rentiers allemands, qui ont des retraites par capitalisation, ne correspond pas à l'intérêt général de l'Europe. La preuve, tout le monde sombre dans la misère. Et donc, ciao, bye bye, et l'Europe donc, et la nous zone allons euro. nous y prendre autrement. Nous allons changer le statut de la Banque Centrale Européenne, comme le font tous les pays du monde, sauf Mme Merkel et l'Europe divine, qui donnent des leçons à tout le monde. Eh bien, nous allons la changer de manière à pouvoir emprunter directement à notre banque et arrêter de ruiner les pays dans cette absurde compétition où nous, les Français, on dit... Mais dans ce cas-là, on du moment que les sauvegarde la marchés- zone euro ou pas?
Mais dans ce Dans cas-là, votre scénario. la zone euro est sauvée. Ce qui va ruiner la zone euro, c'est cette politique. Parce que quand la Grèce va tomber à genoux, et elle va tomber à genoux, en disant... Ça fait longtemps qu'on dit qu'elle va tomber à genoux. Hein. Je vous ai entendu pendant la campagne dire qu'elle allait tomber à genoux. Combien de temps ça a pris en Argentine avant qu'il tombe à genoux? Ça a pris 10 ans. 10 ans de malheur, vous voulez? Non. C'est pourquoi moi je dis dès maintenant, il faut arrêter. Je vous dis une chose, quand elle sera tombée à genoux,